Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le dilemme de l'endettement sur l'endettement. Le surendettement est un phénomène qui concerne toutes les classes sociales. Pour comprendre ce qu'est le surendettement, il est important d'en analyser les mécanismes. Comment se retrouve-t-on endetté? Pourquoi et quels sont les facteurs sources d'endettement? Ces questions sont fondamentales car elles sont les fils conducteurs qui permettent de comprendre pourquoi le surendettement existe. Une autre question apparaît tout aussi importante. En effet, il est pertinent de savoir qui est surendetté, quels critères sont retenus pour considérer que tel individu par rapport à tel autre est surendetté. C'est pour cela que le premier chapitre porte sur les mécanismes et la dynamique du surendettement. Le chapitre 2 est consacré à l'analyse de ce phénomène, qui apparaît de plus en plus important dans la société contemporaine. Le 3e chapitre étudie la relation entre les débiteurs et la commission du surendettement de la Banque de France. Le 4e chapitre examine la stratégie bancaire et les publicités mensongères, destinées au public. Enfin, le 5e et dernier chapitre porte sur le risque social du surendettement et son ampleur. Chapitre 1. Mécanisme et dynamique du surendettement. Plus qu'un dilemme, le surendettement met en jeu la vie des centaines de milliers de personnes qui ont contracté des crédits auprès d'organismes financiers, de leurs familles ou encore de leurs amis. C'est le surendettement actif. Mais le surendettement peut survenir également à la suite d'événements douloureux, le décès, la maladie et autres accidents de la vie pour lesquels on se retrouve non pas responsable mais plutôt victime. C'est le surendettement passif. On peut penser que le surendettement est du domaine de la responsabilité individuelle. Toutefois, il serait pertinent d'analyser jusqu'où s'arrête la responsabilité des ménages et à partir de quand commence celle des organismes prêteurs, des publicités et des sollicitations en tout genre qui incitent à la consommation. S'il semble simple de définir l'endettement, il n'en est pas de même pour comprendre le surendettement. Ainsi, ce chapitre commence par définir la notion de surendettement, avant d'analyser dans une seconde étape l'émergence des crédits qui sont à l'origine du surendettement. 1. Le surendettement. Définition. Le surendettement traite de l'endettement des particuliers. Il s'agit d'une dette ou d'une obligation qui est constituée par l'engagement à caractère pécuniaire contracté par une personne, physique ou morale, l'ensemble de ces dettes constituant le passif du patrimoine, Colin A et Capitan H, 1921, ou l'endettement. Le patrimoine de tout individu comporte à la fois des dettes et des créances. On retient dans l'analyse du terme surendettement qu'il s'agit d'un néologisme constitué à partir des mots sur, du latin super, démontrant l'accumulation, le surplus, l'excès, la surcharge et le mot endettement. La loi du 31 décembre 1989 définit l'endettement sur l'endettement comme un phénomène caractérisé par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Définir le surendettement des ménages n'est pas aisé, car celui-ci s'il peut être compris par une impossibilité manifeste de régler des dettes. Le surendettement comprend des conditions tenant aux débiteurs et aux dettes. 2. La concurrence bancaire et l'émergence des crédits. Il semble évident que pendant de nombreuses années, les ménages comme les particuliers étaient assez distants vis-à-vis des crédits. En effet, la conjoncture économique caractérisée par la crise n'encourageait pas les ménages à faire appel au crédit. Cependant, la baisse du chômage et le développement de la société de consommation ont favorisé un accroissement de la distribution des crédits. Aujourd'hui, le crédit semble être devenu la fontaine des miracles, tant pour résoudre des problèmes financiers que pour permettre la réalisation de certains rêves. Mais les crédits distribués en abondance sont-ils réellement représentatifs de la volonté des consommateurs? Qu'est-ce qui pourrait caractériser une telle demande? A. Les différents types de crédits. Le crédit à la consommation est apparu au XXe siècle. Son objectif était de permettre aux ménages de financer des biens durables et des biens immatériels tels que les voyages. A. Crédit à la consommation.
Ce crédit est un crédit objectivé au sens où les banquiers qui octroient un tel crédit jusqu'en 1979 connaissaient les raisons d'acquisition. En effet, l'emprunteur devait fournir une facture de son achat au banquier qui le plus souvent versait les fonds au fournisseur. Traiter des crédits à la consommation revient à faire référence à la loi Scrivener du 10/5/1978. Cette loi rappelle les modalités d'un contrat à la consommation. L'objectif de cette loi étant d'assurer la protection des consommateurs. Elle permet aux consommateurs de se rétracter dans un délai de 7 jours. Lors d'un accord entre un particulier et une banque, la banque doit faire une offre préalable reprenant l'ensemble des conditions du prêt, montant, durée, taux, modalités de remboursement, pénalités en cas d'échéance impayée, etc. Cette offre préalable doit être maintenue pendant 15 jours. Il y a une possibilité pour l'emprunteur de se rétracter dans un délai de 7 jours une fois l'offre acceptée. Ce délai peut être de 3 jours quand il s'agit d'un achat précis. Il existe une interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit. En effet, si le prêt n'est pas obtenu, la vente est annulée ou si la vente n'a pas lieu, le contrat de prêt demeure sans effet. Face au crédit à la consommation, un nouveau crédit est apparu lui menant une rude concurrence. Il s'agit du crédit vendeur. Il faut noter que le crédit vendeur ne demeure pas sans conséquences. Réservé au début à l'automobile, ce crédit touchera les meubles et d'autres biens par la suite. Pour la voiture, les techniques de marketing ont totalement changé. Il ne s'agit plus de présenter le produit mais plutôt de démontrer les avantages financiers qui peuvent en résulter. Le slogan « Une voiture pour 150 € seulement par mois » a succédé au traditionnel slogan concernant la puissance du moteur, la vitesse, la sécurité et le confort. Cette technique de vente a rapidement évolué. Elle concerne aujourd'hui les meubles, les biens électroménagers, en passant par l'habitat, les cuisines équipées, les vérandas, les piscines, etc. B. Le crédit revolving. Cette forme de crédit se traduit par une offre de crédit permanent, permettant au consommateur de l'utiliser comme il le souhaite. Cet instrument de crédit à l'origine destiné à répondre aux besoins des consommateurs pour leurs acquisitions de biens durables, s'est transformé en un revenu artificiel par son caractère permanent. Les clients choisissent les mensualités et la durée du crédit. C. Le crédit à l'habitat. L'État s'est toujours préoccupé du logement des Français, considéré comme un droit pour les citoyens. Il est donc une obligation pour les pouvoirs publics. Le premier objectif de l'État a été de permettre une baisse du prix de vente des logements en HLM, habitation à loyer modéré. Puis l'aide de l'État fut orientée vers la personne, avec la mise en place de l'aide personnalisée au logement pour les accédants à la propriété et le maintien de l'allocation logement pour les ménages locataires. Ces aides ont été accompagnées de crédits financés par des ressources réglementées, par exemple le livret A des caisses d'épargne et le livret bleu du Crédit Mutuel. D. Le crédit par la carte de paiement. Ce système est assuré soit par les banques, soit par les magasins. Les cartes bancaires sont assorties d'un crédit gratuit par le biais du débit différé. Ce procédé enregistre les paiements effectués par les clients titulaires d'une carte et débite automatiquement leur compte en une seule fois avec un mois de décalage. Ce système permet aux clients de conserver avec un mois de décalage une trésorerie supplémentaire. La dépense ne sera remboursée que le mois suivant. Les cartes privatives distribuées par les enseignes de la grande distribution et les réseaux de vente par correspondance permettent à l'acheteur de bénéficier de façon automatique d'un crédit amortissable dès lors que ses achats dépassent les possibilités de consommation du ménage. Ce système est dangereux car l'endettement croît de façon considérable à partir du moment où les ménages vivent de ce type de crédit. Lagarde X, 1999. B. L'impact des crédits sur le comportement financier des ménages. L'étude macroéconomique du comportement des ménages se fait à partir des agrégats de la comptabilité nationale. A. L'approche macroéconomique. L'analyse trouve son intérêt dans la recherche du taux d'épargne des ménages. Le calcul de l'épargne se fait en plusieurs étapes. Étape 1, revenu consommation égale épargne. R est le revenu disponible des ménages, C représente les dépenses en biens de consommation fongibles et durables et E l'épargne brute. Étape 2,
épargne investissement égale épargne financière. La seconde étape se caractérise par le calcul de l'épargne financière. Cette épargne met en évidence la capacité de financement des ménages dans l'économie nationale. L'épargne financière comprend l'épargne monétaire, monnaie, dépôt à vue, etc., l'épargne liquide, livret d'épargne, compte à terme, épargne logement, les valeurs mobilières, actions, obligations, sociétés d'investissement à capital variable ou SICAV, fonds communs de placement ou FCP, et les contrats d'assurance. C'est cette épargne qui reflète la réalité du comportement des ménages. Plus les ménages emprunteront, plus ils devront rembourser de mensualités et la comptabilité nationale démontrera que le taux d'épargne augmente. Pour que ce taux d'épargne forcée augmente, il faut que la consommation diminue ou alors que les emprunts augmentent. Cette épargne reflète la réalité du comportement des consommateurs car elle comprend le remboursement des crédits. Lagarde X, 1999. B. Une approche sociologique. Les années 1980 à 1986 se sont traduites par une période d'austérité, au cours de laquelle les pouvoirs publics ont déconnecté la hausse des revenus de celle de l'inflation. Les ménages français ont vu leur pouvoir d'achat diminuer considérablement. La relance à partir de 1986 a favorisé la mise en place de la société de consommation, qui est la nôtre aujourd'hui. L'emprunt ne fait plus peur et les crédits sont devenus à la mode. Cependant, la sévérité de la stagnation qui a marqué les années 1990 n'a pas permis la réalisation des prévisions de croissance annoncées par les conjoncturistes pour le début des premières années du XXIe siècle. Les ménages se sont endettés pour financer des acquisitions, avec l'espoir à terme de pouvoir rembourser. Ils n'avaient pas pris en compte le risque de la perte d'emploi. Cette situation a accentué la paupérisation des ménages. En effet, 25% des dossiers contentieux de surendettement sont consécutifs aux problèmes de perte d'emploi. Pullman F et CHEMILLIERGENDEAUD, 1991. Chapitre 2. Un étrange endettement. Pourquoi penser l'endettement comme une entité étrange ? Pour répondre à cette question, deux points de vue qui trouvent leur intérêt dans ce sujet seront envisagés. En effet, d'un point de vue psychologique, le consommateur développe une véritable stratégie d'endettement devant lui servir à survivre. De plus, d'un point de vue philosophique, une nouvelle pensée concernant l'endettement est en train de naître. 1. D'un point de vue psychologique. Il pourrait sembler étrange de considérer l'endettement des ménages comme une chose involontaire. Pourtant, nombreux sont les particuliers qui recherchent une certaine dépendance à l'endettement. Penser l'endettement des ménages demande ainsi une grande réflexion et une analyse tant au niveau psychologique qu'au niveau économique. À l'endettement volontaire. Un endettement involontaire pourrait sembler ridicule ou stupide. Cependant, ce système pourrait être pensé comme une technique intelligente de la part de certains consommateurs. En effet, il s'agit d'une véritable recherche stratégique de la part de certains particuliers souhaitant vivre et mourir endettés. En effet, des individus ne pouvant vivre et financer leurs charges correctement n'hésiteront pas à contracter des crédits et à s'endetter pour vivre. Leur objectif n'est pas de rembourser les crédits contractés mais uniquement de vivre ou plus justement de survivre. Les biens ou objets une fois consommés ne sont plus à rendre. En effet, les biens acquis ne peuvent être restitués, seul le montant de la dette est à prendre en compte. Les personnes utilisant cette technique resteront endettées toute leur vie. Dans le cas où ces individus décèdent, leurs enfants pourront se retrouver endettés dès lors qu'ils acceptent l'héritage de leurs parents. Dans le cas contraire, personne ne peut régler ces dettes. Certains biens pourront être mis en vente pour résorber une partie de cette dette, mais le montant global restera probablement non remboursé. B. L'approche économique. Beaucoup d'économistes pensent que le comportement humain joue sur la consommation. Il y a une sorte d'interdépendance entre le fait de consommer et la consommation elle-même. Ainsi pour J.M. Keynes, 1936, il existe des lois psychologiques de consommation car les hommes, les femmes tendent à augmenter leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. En quelque sorte, plus le revenu croît, plus la consommation des ménages tend à croître elle aussi. De même JSDUESENBERRY, 1949,
remet en cause l'indépendance de la consommation des consommateurs. Pour lui, le comportement de consommation des agents économiques dépend des revenus antérieurs et des consommations antérieures. En planifiant leur consommation, les agents économiques considèrent ainsi les niveaux les plus élevés ou les sommets de leurs revenus, niveau maxima. En effet, si le revenu actuel a baissé, même fortement, par rapport au revenu passé, les agents économiques ne diminueront pas immédiatement leur consommation, inertie. Ils auront tendance à puiser dans leur épargne ou à s'endetter pour conserver leur niveau de vie. Le sommet de revenus représente ainsi un indicateur du niveau de vie et donc du groupe d'appartenance. C'est l'effet de démonstration. De ce fait, il existerait une inertie des comportements. Ceci s'apparente à une sorte de lissage de la consommation tout au long de la vie. Ainsi, une composante psychologique est introduite dans la théorie de la consommation qu'on peut illustrer par la fonction suivante. Si égale AI plus B, YI plus C ou 1 plus grand que A plus grand que B plus grand que 0, avec I le revenu propre du consommateur I le revenu moyen du groupe auquel il a conscience d'appartenir. A, la propension à consommer le revenu propre. En d'autres termes, JSDUESENBERRY décrit l'importance des aspects psychologiques dans un acte de consommation. Pour lui, une catégorie socio-professionnelle a tendance à vouloir consommer de la même façon que la catégorie juste au-dessus. Il s'agit d'une consommation dite d'imitation. Ainsi, la consommation varie en fonction de la classe sociale à laquelle on appartient. Cet effet est fondamental, car il explique pourquoi certains ménages, malgré la baisse de leurs revenus, continuent à consommer sans changer leurs habitudes, préservant ainsi leur niveau de vie. Il s'agit du second effet, l'effet de mémoire, DESENBERRYJS 1948. Cet effet est pertinent, car il met en relation la consommation et les habitudes. Ainsi, le niveau de consommation de courte période dépend du revenu courant et du revenu perçu dans le passé. En effet, l'existence d'habitudes influe sur le mode de consommation. La baisse du revenu n'entraîne pas automatiquement la baisse de la consommation. De plus, selon JSDUESENBERRY 1948, DS Brady 1946 et F. Modigliani 1954, la propension moyenne à consommer doit faire intervenir comme revenu de référence le revenu le plus élevé atteint au cours d'une période précédente. Ce revenu maximum précédemment atteint entraîne la cristallisation de certains comportements de consommation. Quand le revenu baisse en basse conjoncture, les individus tentent de maintenir leur niveau de vie antérieur. Cette résistance à la baisse de la consommation est l'expression de l'effet de cliquet, DUSENBERRY 1948. Tant que le revenu s'élève d'une période à l'autre, la consommation est proportionnelle à cette croissance de revenus. Quand le revenu de la période baisse, la propension moyenne à consommer s'élève, un phénomène d'inertie à la baisse de la consommation se produit. Thomas M. Brown, 1952, développe l'idée d'habitude de consommation. Lorsque l'on possède une certaine habitude de consommation, il y a un effet de mémoire qui se crée. En effet, quand le revenu diminue, on résiste au besoin de modifier le type de sa consommation et dès que la conjoncture redémarre, on tend vers sa consommation. La formation d'habitudes influence ainsi le comportement de consommation. L'effet de mémorisation n'est plus introduit de manière discontinue par le jeu du revenu maximum précédemment atteint au cours d'une période antérieure, mais de manière continue par l'intermédiaire de consommation juste passée. On consomme en fonction du revenu antérieur et présent. On a en mémoire quelque chose qui influence la consommation. L'effet de mémoire persiste, s'entretient puis disparaît. On peut donc imaginer que le problème de l'endettement suite à une baisse de salaire s'explique par ce phénomène de mémoire. Les individus désirent... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.